Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Et si on parlait de sport, une émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Laurent Garnier tous les mercredis. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Nos invités aujourd'hui, Denis Gonzalez pour le cyclisme. Bonjour. Bonjour. Mathieu Sapin pour parler voile et course au large. Bonjour. Bonjour. Et au sommaire de cette émission, pour ceux et celles qui découvrent l'émission, celle-ci se déroule en deux parties comme un match avec deux mi-temps de 2 fois 15 minutes. Donc en première mi-temps, nous accueillerons Denis Gonzalez pour parler cyclisme et débat de la 110e édition du Tour de France qui a débuté ce samedi de Bilbao au Pays Basque. La deuxième mi-temps, nous vous emmènerons l'espace de quelques instants à bord du bateau Black Mamba avec son skipper Mathieu Sapin pour parler course au large et préparation sportive. La chronique de ce match, Nino Pelloli, préparateur mental, abordera la préparation mentale du sportif, la gestion du stress et des émotions. Mais avant d'entrer sur le terrain, place aux résultats sportifs du week-end. Et si on parlait de sport avant match ? Voilà Audrey, donc les résultats sportifs de la semaine qui étaient très chargés. On va commencer par le Comité national olympique et sportif français avec David Lapartien qui a été élu jeudi président du Comité national olympique et sportif français. Un scrutin sans surprise, tant le président de l'Union cycliste internationale et membre du CIO était favori. Sur 45 présents, il a obtenu 36 voix contre 8 à la coprésidente de la FSGT, Emmanuel Bonnet-Ouladj, et une abstention. À 50 ans, il succède à Brigitte Henriquet, démissionnaire le 25 mai, sous réserve que l'Assemblée générale du 13 septembre valide son élection. Il effectuera la fin du mandat entamé par Brigitte Henriquet qui s'achève dans 2 ans. Et place aux Jeux européens 2023. Donc maintenant, ils sont terminés. C'est un total de 62 médailles, dont 17 médailles d'or, 19 d'argent et 26 médailles de bronze que la France a obtenues. Alors on avait envie de faire un petit point sur vraiment les médailles d'or, mettre à l'honneur quand même ces 17 médailles d'or. Donc on commence par la natation artistique, épreuve acrobatique par équipe. Donc, ouais, elles sont 10 en plus, donc il faut quand même toutes les citer. Parce donc que les on filles, va citer les voilà. 10 qui ont été parfaites. Allez. Anastasia Bayandina, Ambre Fesneau, Mélissa Guermou, Claudia Janvier, Romane Lunel, Ève Planex, Charlotte Tremble, Laura Tremble, Manon Disbo et Laura Gonzalez. Donc félicitations à toutes les 10. Voilà, et après on a enchaîné avec une super performance en escalade sportive avec 4 médailles d'or. Et c'est simple, ils ont tout raflé. En difficulté femme, Camille Pouget. Difficulté homme, Diego Fourbet. En bloc femme, Zélia Avezou. Et en bloc homme, Thomas Lémager. En breakdance, une autre discipline des Jeux européens, et c'est le Perpignanais, donc proche de chez nous, B-Boy Danny Dan, qui a obtenu cette médaille d'or. Tennis de table, c'est toi Audrey ? Et oui, c'est moi. Alors en simple homme, Félix Lebrun, jamais un pongiste français n'avait décroché de titre dans une compétition majeure à seulement 16 ans, donc félicitations à Félix pour et c'est cette belle exceptionnel, performance. ils sont 2 frangins Audrey, les deux Lebrun là, qui font un parcours en tennis de table fantastique. Et en escrime du coup ? En escrime, sabre pour les hommes avec Sébastien Patrice Bollade Apiti, Maxime Fianfetti et Thomas Seize qui remporte la médaille d'or par équipe. En sabre féminine, Sarah Balzer, Manon Brunet Apiti, Margot Rixki et Cécilia Berder qui ont aussi remporté la médaille d'or. Et encore une médaille d'or en équipe en épée, Oriane Malo-Breton, Coraline Vitalis, Marie-Florence Candassami et Alexandra Louis-Marie. Voilà qui complète une superbe récolte de médailles d'or en escrime. En canoë également, donc une autre médaille d'or, canoë slalom par équipe femme avec Marjorie Delassus, Camille Brigeant et Emma Viton. Et en tir, on a eu également 2 autres médailles. Pistolet 25 mètres, vitesse olympique homme avec Clément Bessaguet, qui est quand même le champion du monde en titre en épreuve individuelle et par équipe. En pistolet également, 25 mètres, vitesse olympique par équipe homme, il y a eu Clément donc Bessaguet, Van Chenel et Jean Kikampois. Et en boxe, important parce que c'est des garçons chez nous, la boxe meilleure nation avec 7 médailles au total. Chez les hommes, les Toulousains, catégorie 63,5 kg, Sofiane Oumia, catégorie 51 kg, Bilal Benama. Et chez les femmes, catégorie moins de 57 kg, Amina Zidani, qui sont tous médailles d'or.
Donc bravo encore pour ces Jeux européens, c'est 17 médailles d'or. Ensuite, place aux autres événements sportifs du week-end. Donc en Coupe du Monde de moins de 20 ans, les Bleus ont nettement dominé la Nouvelle-Zélande de 35-14 jeudi pour leur deuxième match de la Coupe du Monde. Ils comptent désormais 10 points après 2 journées et sont tout proches d'une qualification en demi-finale. Voilà, en Formule 1, Grand Prix d'Autriche Spielberg, Max Verstappen sur Red Bull a signé la 7e victoire en 9 courses cette saison. Dimanche, sur le Red Bull Ring, le Néerlandais a devancé le Monégasque Charles Leclerc sur Ferrari et le Mexicain Sergio Pérez sur Red Bull. En équitation à Monaco, le Longines Global Champions Tour, Grand Prix du Prince de Monaco, épreuve de circuit mondial de compétition de saut d'obstacles labellisé 5 étoiles, a été remporté par le Français Julien Epaillard sur le cheval Donatello Dodge. Il s'est imposé devant le Néerlandais Harris Molders et le Grec Loli Mitelineau. Et en basket, on en parlait du coup la semaine dernière, la Coupe du Monde de moins de 19 ans, l'équipe de France qui avait fait sensation en sortant les États-Unis en demi samedi, a perdu finalement en finale de la Coupe du Monde U19 dimanche en Hongrie. Donc du coup, les Bleus se sont inclinés contre l'Espagne 73-69. Et oui, et en championnat d'Europe Espoir, les Bleuets aussi se sont inclinés face à l'Ukraine 1-3 ce dimanche en quart de finale de l'Euro Espoir. La France n'a plus gagné cette compétition depuis 35 ans. Et en cyclisme, ça y est, c'est parti, c'est officiel. Une petite dédicace à mon tonton qui, encore à 80 ans, fait 30 km en vélo. Mais là, il ne fait pas l'édition du Tour de France. En tout cas, dimanche, après 15 ans d'attente, c'est le Français Victor Lafay qui a offert une nouvelle victoire à Cofidis sur le Tour de France. Parti dans le dernier kilomètre, le Français a résisté au retour du peloton des favoris. Voilà, à événement exceptionnel, chronique exceptionnelle. Et c'est l'heure de la chronique du Tour. La chronique du Tour. Pour vous permettre de mieux faire connaissance avec cette 110e édition du Tour de France, je vous propose cette chronique du Tour, de vous laisser imprégner par ces quelques lignes de présentation du directeur du Tour, Christian Prudhomme. Visite au Panthéon. Les images dégagent parfois une puissance dépassant la portée de l'événement qu'elles saisissent. Je suis pour ma part transporté dans le registre de la poésie autant que de la fresque historique devant le poing rageur de Mohamed Ali qui à peine en 2 minutes vient d'allonger pour son compte Sonny Liston en 1965. Le sourire de Pelé porté par son coéquipier Jair Zino après avoir marqué le premier but de la finale de la Coupe du Monde en 1970. La tension entre les McLaren aux couleurs rouge et blanche d'Alain Prost et Ayrton Senna côte à côte au plus haut de leur rivalité lors du Grand Prix du Japon en 1989. La démonstration aérienne d'Usain Bolt explosant son record du monde du 100 mètres en même temps qu'il se rue solitaire sur le titre olympique en jeu à Pékin en 2008. En compagnie de quelques autres clichés d'exception, dans ce panthéon photographique personnel, le duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor sur les pentes du Puy-de-Dôme en 1964 occupe une place privilégiée. L'admiration pour les 2 champions se superposant à la magie du lieu. Pour beaucoup d'amoureux du Tour de France, y compris certains nés au XXIe siècle, l'image symbolise à elle seule toute l'histoire de l'épreuve. Le retour des coureurs dans des conditions exceptionnelles sur les flancs du jeune volcan endormi 35 ans après la dernière visite du peloton, voilà donc un hommage à la légende, sur l'un des sommets où le sport cycliste a planté son drapeau, comme l'écrivait Jacques Godet, directeur du Tour de France de 1936 à 1988. L'émotion des retrouvailles avec le géant auvergnat sera accompagnée d'une explication de haut vol entre les favoris pour le titre, mais le rendez-vous fixé sur les hauteurs de Clermont-Ferrand trouve aussi sa place sur la carte du Tour de France 2023 par le dialogue engagé avec les bébés légendes, où des débats tout aussi vifs sont appelés à se jouer au présent et au futur. Ainsi, peut-on considérer que le Grand Colomiers, où une arrivée sera jugée pour la 2e fois, poursuit sa percée parmi les sites de prestige du Tour, un club dans lequel le col de la Lose a fait une entrée fracassante en 2020 et où les Cadors basculeront l'été prochain avant de compter les points sur l'Altiport de Courchevel. Du haut de ces 110 ans, qui seront précisément fêtés le jour de l'ouverture des débats au Pays Basque du côté de Bilbao, le Tour s'autorise un grand écart car la souplesse est inscrite dans ses gènes. Les reliefs choisis pour le séjour pyrénéen s'adressent à la génération Baston, qui éblouit les fans de vélo depuis quelques années. Mais la traversée du Sud-Ouest porte aussi la marque du souvenir de Luis Ocaña et un chaleureux clin d'œil à André Darrigade. De même, si la portion réduite de chrono et le passage par les 5 massifs montagneux de l'Hexagone annoncent un parcours de grimpeurs, les sprinteurs auront eux aussi leur compte de sensations.
Entre autres, une arrivée à Bordeaux, l'autre capitale du sprint, un final sur le circuit automobile de Nogaro, ou encore l'une des plus longues lignes droites finales de l'histoire à Poligny, et bien entendu, l'écrin magistral des Champs-Élysées, où nous célébrerons le héros de juillet. Le ton est donné par le directeur du Tour et ce qu'il faut savoir encore pour entrer totalement dans cet événement de cyclisme 2023. Le grand départ de la communauté autonome du Pays Basque sera le deuxième après celui de Saint-Sébastien en 1992 et le 25e de l'étranger. Après 3 étapes au-delà des Pyrénées, le Tour se poursuivra ensuite en intégralité dans l'Hexagone. 6 régions et 23 départements seront visités. Alors, les étapes seront au nombre de 21, donc il y aura 8 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne avec 4 arrivées en altitude, Cauterets-Camp Basque, Puy-de-Dôme, Grand Colombier et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Une étape contre-la-montre en individuel et 2 journées de repos. Les premières fois sur ce tour, sur un total de 40, 12 sites ou villes-étapes font apparition sur la carte du Tour cette année. Bilbao, départ et arrivée de la première étape, Amorebieta-Exano, départ de la 2e étape, Nogaro, arrivée de la 4e étape, Vulcania, départ de la 10e étape, Moulins, arrivée de la 11e étape, Belleville en Beaujolais, arrivée de la 12e étape, Châtillon sur Chalaronne, départ de la 13e étape, Léger, les Portes du Soleil, départ de la 15e étape, Passy, départ de la 16e étape, Combloux, arrivée de la 16e étape, Poligny, arrivée de la 19e étape et le Markstein-Fellering, arrivée de la 20e étape. Et concernant les étapes montagne, il y aura 5 massifs de l'Hexagone seront visités dans l'ordre les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges. 3 nouveautés, la côte de Viveros, Pays Basque, le col de la Croix-Rosier, Massif central et le col du Feu dans les Alpes. Un grand retour avec 35 ans d'absence, le Puy-de-Dôme qui n'avait plus figuré sur la carte du Tour depuis 1988. Et le col de la Loze, 2304 mètres, sera le toit du Tour de France 2023. Un seul exercice en solitaire est au programme de la 110e édition. Ce sera en altitude et en terrain escarpé dans les Alpes à l'occasion de la 16e étape Passy-Combloux sur une distance de 22 km. Le Tour 2023 est lancé. Nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Tour. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec notre invité Denis Gonzalez. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Léo Mainville, président du comité départemental de cyclisme de Haute-Garonne. Vous êtes actuellement sur le Tour de France. Quelles sont déjà un peu l'ambiance qui s'est passée au niveau de ce départ du Tour de Bilbao ? C'était un grand départ exceptionnel. Comme d'habitude, quand on fait un départ à l'étranger, beaucoup de ferveur populaire. C'était incroyable, des gens partout. Donc voilà, un super grand départ pour le Tour de France 2023. Et l'ambiance au niveau des coureurs, vous avez senti comment un peu en plus, il y a une belle victoire hier, mais sinon, comment vous avez ressenti les prémices de ce départ ? Parce que c'est vrai que partir de Bilbao, il y a tout cet historique du Pays Basque, on n'était pas venu depuis quelques années. Comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance sportive, on va dire ? Je trouve que les coureurs sont de plus en plus stressés avant le départ du Tour de France. C'est vrai que maintenant, on disait hier, il y a plus trop d'étapes de repos, vraiment. Et puis là, ils ont eu 2 étapes très compliquées dès le début, alors que d'habitude, souvent, il y a un prologue où il y a des étapes de plat, et là c'est vrai que c'était très très dur d'un point de vue physique, même si pourtant d'un point de vue nerveux c'était beaucoup moins nerveux au niveau des chutes et tout ça, donc ça c'est le point positif, mais c'est vrai qu'après au niveau physique c'est un départ très 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 exigeant. Alors, avec quand même une victoire française que vous avez vécue peut-être ou suivie, ça a dû être bien pour le camp français, ça ? Oui, je pense que ça fait beaucoup de bien au cyclisme français. C'est vrai qu'en dernier, on avait dû attendre, je crois, l'étape de Cahors pour avoir la victoire de Christophe Laporte. Donc, ça avait été un tour compliqué. Oui, cette année, c'est dès la 2e étape. Donc, exceptionnel. Et puis surtout pour Cofidis aussi, qui n'avait pas gagné depuis très longtemps, je crois. Donc, un bon départ. Oui, comme l'a titré l'équipe, Victor l'a fait, quoi. C'était assez simple. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Assez simple. Léo Mainville, donc vous êtes aussi président du comité départemental de cyclisme de Haute-Garonne. J'ai envie de vous demander un peu quand même, vous êtes dans le milieu un peu professionnel par rapport à vos activités, et comment vous vivez, quel message vous feriez passer un peu à tous les cyclistes qui font partie de ce comité, qui vont vous écouter. Quel message en tant que président et en tant que passionné de vélo, vous pourriez leur faire passer ? Qui profitent des beaux jours pour aller rouler, qu'ils soient prudents sur les routes parce que c'est de plus en plus compliqué, et puis qu'ils profitent d'un beau Tour de France qui est, je pense, très motivateur et qui motive les gens
sortir leur vélo et à aller faire du vélo. Et puis aussi les gens qui ne sont pas licenciés. Et j'espère que ça encouragera les gens à prendre le vélo tous les jours, ou en tout cas d'essayer de plus le prendre. Et quels sont les grands projets de l'année au niveau du comité? Qu'est-ce que vous avez envisagé pour tous ces participants, ces passionnés de vélo? Alors nous, on est très axé au niveau depuis très longtemps. C'est vrai que Denis le dira, on fait beaucoup pour les jeunes depuis de nombreuses années, et on a une équipe au niveau international pour les juniors. Mais depuis cette année, la nouveauté, il y a 2 ans, on a ouvert un sport-études à Gragnag. Et maintenant, on fait aussi de la prévention routière avec Groupama. Donc, on se déplace dans les entreprises pour faire de la prévention routière. Et aussi du savoir rouler à vélo dans les écoles pour apprendre aux petits-enfants à se déplacer et éviter surtout les dangers du quotidien sur les routes. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Si on veut avoir de plus en plus de gens sur le vélo, il faut passer par la prévention. Donc voilà, c'est les grands projets du comité départemental en ce moment. Bon, on va vous laisser terminer ce Tour de France tranquillement. Merci d'avoir accepté ces quelques instants avec nous. On va recevoir dans quelques instants Denis Gonzalez, qui était avant vous le président, mais qui a plein de choses à nous raconter, avec votre autorisation bien évidemment. Et puis on vous invite quand vous voulez à venir nous retrouver en plateau de cette émission. Et si on parlait de sport, un grand merci à vous et bonne continuation. Merci à vous. Denis, tu as cédé ton poste de président du comité de cyclisme Haute-Garonne que tu occupais depuis 1992 à Léo Mainville, que l'on vient d'entendre, et vous avez une carrière bien remplie dans le monde du cyclisme, notamment comme directeur sportif d'équipe. Quel regard portez-vous sur cette 110e édition du Tour de France qui a pris le départ de Bilbao samedi dernier? Eh bien, tout d'abord, c'est une excellente chose que ça parte de Bilbao et du Pays Basque, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui aiment le vélo. Il y a d'ailleurs le week-end, il y a des routes exclusivement réservées aux cyclistes. Et puis bon, il y a un monde fou. Les meilleurs coureurs espagnols viennent du Pays Basque aussi. Il y en a énormément. Et c'est une grande fête à Bilbao et dans tout le Pays Basque. Alors justement, départ du Tour cette année, comment vous avez perçu ça? Comment, vous qui êtes un ancien, qui avez déjà été sur ce Tour de France, comment vous avez vécu ce premier départ de Bilbao là, qui vient de se jouer samedi dernier? Écoutez, je crois que c'était magnifique, l'enthousiasme du monde, les paysages aussi, parce que faut aimer le Pays Basque. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec une équipe professionnelle féminine basque qui s'appelle Bizkaia Durango. Et on a eu aussi l'occasion, nous, en 2003, de partir avec le Tour féminin, qui s'appelait la Grande Boucle, de partir de Bilbao. Et il y avait beaucoup de monde. C'était très chaud et c'était vraiment très bien. Comment vous voyez aujourd'hui le regard, vous, directeur sportif, sur ces équipes aujourd'hui qui sont parties là, le regard d'un passionné du cyclisme comme vous sur ces nouveaux coureurs? Comment vous avez vécu ce départ du Tour par rapport à ça, ces nouvelles équipes? Eh bien, écoutez, moi, pour ce qui me concerne, il y a quand même une belle génération de coureurs actuellement, que ce soit en France un petit peu moins, mais la suite nous prouvera d'ailleurs qu'il a quand même de très bons coureurs en France, mais les coureurs comme Pogacar ou Vingegaard qui sont relativement jeunes, et encore on attend Evenepoel aussi, s'il y a une belle génération de coureurs qui sont très bien, et on va avoir du spectacle. On peut quand même dire que, comme a dit très justement notre confrère de l'équipe, Victor l'a fait. Il a réussi cette victoire et c'était quand même une belle surprise pour la France dimanche dernier. Il l'a fait. Voilà, il l'a fait. Oui, moi aussi. Mais oui, c'était une belle surprise. Il a gagné un grand champion. Partir au kilomètre, ça se fait de moins en moins parce que les sprinteurs sont amenés jusqu'à l'arrivée. Donc partir du kilomètre, c'est très dur et il devait avoir mal aux cuisses. Alors, le cyclisme pour vous, c'est une passion. On ressent à travers votre parcours, ce que vous nous dites. Quand on passe d'un milieu professionnel à celui de président bénévole d'un comité départemental, comment on fait la transition? Oh, très bien. Très bien. C'est à partir du moment où on a la passion du vélo, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, mon successeur, Léo Mainville, était aussi professionnel. Et donc, je lui avais annoncé 2 ans avant qu'il prenne la présidence que ce serait lui mon successeur. Il a été surpris, puis il s'est mis dans la peau de petit à petit, et quand c'est arrivé, ça se passe super bien. Et du coup, quels sont les grands axes de développement que vous souhaitez apporter au cyclisme dans le département de la Haute-Garonne?
Bien écoutez, sur le département, nous on s'occupe surtout des jeunes, des cadets et des juniors, et puis des minimes aussi. On entraîne beaucoup de coureurs. Chaque année, on a des coureurs qui passent professionnels. Chaque année, on en a 2, 4. Cette année, on pense qu'on va en avoir 4. On en a déjà 2 qui ont déjà signé des contrats. Donc, ça se passe bien, surtout au niveau des juniors, parce qu'on fait beaucoup de courses. On a fait 21 courses cette année. Et donc, c'est beaucoup pour une équipe junior. C'est vraiment l'idéal. En plus, on est invité sur des courses internationales. Donc, c'est idéal pour passer le plus haut niveau après, quoi. Alors, c'est vrai que, du coup, grâce au Tour de France, le cyclisme, on va dire, est un peu démocratisé. On a l'impression de le connaître extérieurement, mais au final, comment c'est régi, en fait, le cyclisme à l'intérieur du département aujourd'hui ? On a envie de faire du vélo, comment ça se passe concrètement ? Bien écoutez, pour des jeunes qui ont envie, il y a une trentaine de clubs à peu près. Et donc, il y a l'école de cyclisme. On commence par l'école de cyclisme, et puis après, on peut progresser, des minimes, cadets, et juniors. Voilà, c'est les catégories que le département s'occupe. Après, lorsqu'ils passent seniors, ils sont libres d'aller dans les clubs qui les intéressent et ils vont où ils veulent. Les meilleurs, sachant quand même que les meilleurs juniors, ça c'est assez nouveau. Les meilleurs juniors passent dans les équipes professionnelles de promotion. C'est assez nouveau ça. Et donc ça, c'est quoi ? C'est les grosses équipes professionnelles comme par exemple Groupama a une équipe promotion qui est une équipe professionnelle, on pourrait dire en 3e division. Voilà. Et donc, ces coureurs-là ont un contrat, et puis ils peuvent, dans le courant de l'année, courir aussi bien en moto que dans les courses de catégorie 2, qui sont des catégories promotion. Et quelles sont les actions ou les projets en cours au niveau du comité ? Est-ce que vous avez des messages à nous faire passer ? Quel message voulez-vous nous faire passer justement ? En plus, vous êtes là, vous êtes bienvenus au démarrage du Tour de France, donc c'est le moment de communiquer. Écoutez, donc nous, on s'occupe donc surtout des jeunes. On a un sport-études à Gragnac, donc c'est des enfants, qui sont des ados, qui font des études et qui ont des horaires aménagés pour pouvoir s'entraîner. Et on a de très bons résultats avec ces coureurs-là. Et ensuite, on a une équipe junior donc, qui est connue dans, je ne dirais pas dans le monde entier, mais presque, puisque l'année prochaine, on a un Mauricien qui intègre l'équipe, mais on a des Irlandais qui veulent venir chaque année, des Anglais, et on est obligé de refuser beaucoup d'étrangers parce qu'on veut faire aussi les Français. Voilà, donc on a vraiment une grosse promotion de ce côté-là. Après, on s'occupe de savoir rouler à vélo avec les écoles. Et puis, on fait aussi la promotion de la mobilité active pour les salariés. C'est assez nouveau. Je ne sais pas si Léo en a parlé, peut-être. Oui, allez-y, pas de problème. Voilà, donc on va dans les entreprises pour apprendre à rouler à vélo. Voilà. Pour les inciter au lieu de prendre la voiture. Voilà, et puis pour expliquer que le vélo aussi, c'est pas uniquement de brûler des feux et de rouler au milieu de la route, etc. En casque. Voilà. Et pour revenir aux plus jeunes, comment les attirer ? Qu'est-ce qui fait, à part le fait qu'ils font du vélo un peu à la maison ou avec les parents, mais qu'est-ce qui peut faire venir un jeune dans un club de cyclistes en fait ? Comment vous travaillez par rapport à ça ? Comment les attirer ? Écoutez, déjà, on voit que la plupart des enfants, je pense que tous ici, vous avez commencé quand vous étiez enfant à rouler sur un vélo. Donc il y en a avec les petits trous. Voilà, avec les petits trous pour pas tomber. D'autres sans petites roues, parce que j'en connais qui ont commencé sans petites roues. Et donc après ils viennent automatiquement dans les clubs. Alors on fait pas que de la route, on fait du BMX aussi. Il y a du VTT. On a une équipe de division nationale 3 en VTT. Le comité départemental lui-même, donc il y a une équipe de N3 VTT. Actuellement, les jeunes viennent beaucoup au VTT. Après, on fait de la piste, du cyclocross, on fait beaucoup de choses. Mais donc, les jeunes arrivent souvent par les parents. C'est souvent les parents qui aimaient le vélo et qui les amènent.
Il y a plein de disciplines, parce qu'on parle du cycliste, là, effectivement, on est parti sur le Tour de France, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en entrant par le comité, il y a tout un tas de spécialités. Il y a le BMX, on a dit, il y a le VTT. En ce moment, le VTT, on vient de voir, il y a quand même de bons résultats dans nos équipes de France, et féminines, et chez les garçons. On a d'ailleurs une fille qui est championne du monde, si je m'abuse. Et effectivement, le côté féminin aussi est intéressant pour faire venir tous ces jeunes dans cette spécialité-là. Il y a un travail qui est fait de communication à travers toutes ces disciplines. Il y a un passage qui est fait entre, par exemple, des jeunes qui commencent ou au BMX ou au VTT, qui ensuite ont envie de passer à la route, plus que le contraire. Donc il y a un passage qui se fait très facilement dans les clubs. Et niveau recrutement, du coup, comment vous arrivez à attirer ces jeunes-là ? C'est les jeunes, on essaie de faire de la publicité sur les réseaux. Oui. C'est de plus en plus difficile. Et ensuite, c'est le bouche à oreille c'est beaucoup les parents qui aiment le vélo et qui amènent les jeunes à faire du vélo. Souvent, c'est les parents. Écoutez, en tout cas, c'est une belle opération. Et si on est parlé de sport, c'est aussi un moyen de communication qu'on vous propose, de venir parler à l'antenne avec nous, de convaincre les jeunes et les parents de rejoindre les clubs, parce que j'imagine que ce comité est dispatché sur l'ensemble de la Haute-Garonne et qu'en même temps, il y a plein de clubs. Combien vous êtes de clubs à peu près sur l'Haute-Garonne ? Je crois qu'il y a une trentaine de clubs actuellement, parce que par rapport à l'an dernier, il y a 30 clubs, je crois. Voilà, ça représente combien de pratiquants, à peu près, un chiffre 1600. Voilà, sur l'ensemble de la Haute-Garonne. Oui. Voilà. Donc en fait, merci pour votre témoignage et surtout votre dévouement pour le cyclisme. Je crois que le témoignage, on sent la passion quand même chez vous de cyclisme. Je crois que ça fait plusieurs années que vous êtes dans le bénévolat. Je crois que si j'ai bien regardé l'affiche, 1992, vous étiez déjà bénévole président, quelque chose comme ça ? Je suis dans le bénévolat, je crois, depuis mon plus jeune âge, et j'ai présidence depuis 1982, j'ai des présidences depuis 1982, c'est ça, oui. Et je suis un des fondateurs du comité olympique et sportif Haute-Garonne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Denis. Vous savez que le cyclisme dans le département se développe et que le nombre de pratiquants et pratiquantes augmente. Plein de succès à vous deux pour vos projets et bienvenue quand vous voulez ici. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler voile avec Mathieu Sapin, skipper, course au large et entrepreneur. Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail, contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Mathieu Sapin, bonjour. Merci de venir dans cette émission. Et si on parlait de sport, Mathieu, on est sur votre bateau. Il y a la mer autour, il y a le soleil. Et vous avez l'air d'être heureux d'être dans cet élément. Ce qui nous intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui vous attire dans cet élément marin et surtout cette course à la voile en fait, avec vos bateaux. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, un peu comme un poisson dans l'eau. Je sais pas ce qui me plaît le plus entre le fait d'avoir cette sensation de liberté, le fait de pouvoir en permanence régler quelque chose sur le bateau et finalement cette sensation d'être à la fois déconnecté de la terre mais en permanence avoir une action à faire pour essayer de pousser le bateau au plus vite. C'est dans vos racines, ça part de loin. C'est qu'est-ce qui vous a amené à cet élément marin finalement ? Je crois que je suis monté sur un bateau pour la première fois, j'avais 9 mois. Mes parents avaient un bateau, donc ça aide. Et puis très vite, je me suis pris d'amour pour la mer. J'ai toujours suivi ça, mais j'étais lyonnais, donc j'en ai fait, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de contraintes. Et j'ai basculé sur d'autres sports en attendant de me rapprocher progressivement de la mer par les aléas de la vie professionnelle. Alors on est sur un bateau classe 40 qui aujourd'hui va naviguer pour deux personnes, deux jeunes skippers en fait.
qui vont, je crois, préparer la route du Rhum ou les Vendée Globe. C'est une nouvelle passion. Vous êtes passé d'un circuit sportif de haut niveau avec certains sports comme l'aviron, le cyclisme, et aujourd'hui vous vous lancez dans l'aventure de la mer. Alors, c'est un petit peu différent. J'ai toujours eu en passion la mer, ça m'a jamais quitté. Et j'ai toujours su que tôt ou tard je la retrouverais. Et c'était qu'une question de temps. Je me souviens de 1989 et le premier départ du Vendée Globe. J'ai suivi tout ce qui était possible de suivre à la télé. J'ai tous les magazines et je les ai encore, qui sont collector. Je pense que j'ai toutes les coupures de presse, etc. J'étais à la fois intrigué, passionné et j'avais déjà dit je voudrais être skipper plus tard. C'était pas encore véritablement un monde professionnel, donc mes parents m'ont dit fais des études, trouve un vrai boulot et puis tu feras du bateau par passion. J'ai un vrai boulot à côté et je fais du bateau par passion. L'objectif de cette fin de saison c'est la Mini Transat, mais effectivement j'ai acheté l'hiver dernier un classe 40 en anticipant d'une année la fin de la saison Mini. Et le bateau, cette année, est loué à 2 filles qui ont gagné le Challenge Cap pour elles et qui vont participer à la Transat Jacques Vabre. Alors on en reparlera dans la suite de l'émission, puisque vous allez nous retrouver bientôt sur le plateau. En tout cas, merci pour cette belle journée en mer qui nous a permis de ressentir un peu ce que vous avez chevillé au corps, de pouvoir être sur cet élément marin dans un superbe bateau. Une très belle journée, en plus on a eu un temps fantastique. Un grand merci à vous. Merci, on a effectivement été gâtés par la météo et c'est génial. Merci Mathieu. Et on se retrouve pour parler voile avec Mathieu Sapin, skipper, course au large et entrepreneur. Donc Mathieu Sapin, bonjour. Déjà, je vais dire merci d'être là. Je suis un petit peu pas objective, mais j'ai beaucoup de plaisir à t'interviewer puisque je suis partenaire de ton bateau. Je suis partenaire en tout cas de ton aventure. Et tu nous as fait la joie en tout cas de nous faire vivre avec Laurent une journée intense à bord d'un classe 40 qui a déjà disputé la route du Rhum. On a senti, du coup, ça faisait longtemps que ça te tenait à cœur de nous faire partager ta passion, puisque je te la vole et je la dis quand même à l'antenne avant toi. Ta phrase, ton leitmotiv, c'est qu'une passion ne vaut que si elle est partagée. Donc, tu as vraiment eu à cœur de nous faire partager cette passion qu'on a ressentie vraiment vivement en mer toute la journée et ton envie d'aller plus loin et aussi de te lancer dans d'autres défis. Bonjour, merci pour l'invitation. Du coup, tu es skipper course au large. Donc ça, c'était quand même quelque chose que j'ai découvert sur Toulouse. Et tu es également entrepreneur pour le groupe OAN. Pourquoi ? Sachant que tu as aussi un parcours, un petit clin d'œil. Tu viens à la base d'un parcours sportif aussi de haut niveau. Donc je ne veux pas spoiler, je veux te laisser. Et comment on est venu de tout ce parcours et de ton parcours entrepreneur pour arriver à la voile ? Alors, je suis lyonnais d'origine. J'ai toujours été passionné par la mer et par l'eau. Je pense que mes parents qui avaient un petit bateau m'ont mis dessus tout gamin et il y a eu un déclic. Mais à Lyon, c'était pas facile de faire de la voile. Donc très vite, j'ai fait de l'aviron. Et après l'aviron, je suis passé au cyclisme sur route principalement, enfin au cyclisme tout court. Et je continue d'en faire beaucoup. Et quand j'ai été muté il y a une 12aine d'années à Toulouse, je me suis dit génial, je me rapproche de la mer et je vais pouvoir faire du bateau tous les week-ends ou presque. La réalité des faits, c'est que c'est pas tout à fait ça. La mer, ça reste à 3 heures de route de Toulouse. Ou 1h30 si on veut aller du côté de Narbonne, mais on va plutôt à Narbonne pour faire du kite ou de la planche que pour faire du bateau à voile. Et donc, de ton envie et de ta passion pour la voile, c'est quoi le projet fou qui t'est venu il y a 2 ans ? Alors, c'est pas un projet fou, d'abord. Pour moi, si. Parce que les auditeurs, ils vont me comprendre pourquoi c'est fou. Et le projet... Le projet, je l'ai au fond de moi depuis au moins une 10aine d'années. Mais j'ai attendu que les enfants grandissent un peu parce que je voulais pouvoir monter finalement un projet un petit peu familial et je voulais qu'ils puissent comprendre mes absences et qu'ils puissent profiter de l'arrivée aux Antilles. Donc le projet, c'est la Mini Transat 2023. C'est-à-dire que je vais partir avec 89 autres concurrents sur un petit bateau de 6,50 m de long. On va partir le 24 septembre des Sables d'Olonne. On va passer par les Canaries sur une première étape et on repartira pour une deuxième étape qui va faire les Canaries jusqu'à Saint-François en Guadeloupe. Donc en solitaire, sans communication, puisqu'environ 4 heures avant le départ des courses, on donne à l'organisateur de la course son téléphone portable, sa tablette et son PC. Donc on a juste un GPS dans le bateau et une VHF, donc c'est une radio qui a une distance de communication d'environ 30 km quand il fait beau.
Et ensuite, on apprend à faire avec les cartes papier, avec le sextant s'il faut. Et surtout, on apprend à lever la tête et à regarder la météo en regardant les nuages, plutôt qu'en se plongeant uniquement dans l'ordinateur qui va nous dire, via les routages, allez ici ou passez par là. Et tu es aussi du coup dirigeant d'entreprise, donc mêler ce projet, toujours aussi fou, moi solitaire, sans assistance pendant plus d'un mois, c'est quand même quelque chose de fou. Comment tu as réussi à allier aussi ta passion avec ta vie d'entrepreneur et tes obligations pro? Alors c'est le plus dur, clairement. À un moment, j'étais pas au pied du mur, mais presque, en me disant, si je veux pouvoir faire la Mini Transat et mon projet voile, il faut que j'organise l'entreprise et que j'embauche des collaborateurs pour que l'entreprise puisse tourner pendant que je serai pas là. Donc je me suis attelé aux 2 tâches en parallèle, en me disant... J'embauche, je les forme mes collaborateurs et collaboratrices, et en parallèle, je m'entraîne sur le bateau et j'essaie de me qualifier pour la Mini Transat. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de dirigeants maintenant qui font aussi appel à tes services pour un petit peu faire des conférences et expliquer aussi le parallèle. C'est quand même des défis d'être seul, la course en solitaire et tout ce que tu peux... toutes les valeurs ou toutes les émotions que tu peux vivre, et souvent ils te demandent d'intervenir pour leur expliquer aussi un petit peu la gestion d'entreprise. Y a plein de parallèles à faire entre le métier d'entrepreneur ou le rôle d'entrepreneur qui au départ est souvent solitaire et qui va chercher à faire grandir son entreprise d'un côté avec des hauts et des bas. On fait le parallèle avec le skipper naturellement, et puis les hauts et les bas ne serait-ce que la hauteur des vagues. Mais la météo, le fait de perdre l'électronique et d'apprendre à gérer tout seul. Et puis on peut faire un 3e parallèle avec des montagnards qui vont se dire pareil, on veut aller grimper tel sommet, et on lève les yeux en se disant est-ce que la météo nous permet de passer ou pas. Voilà. Et on n'oublie pas que la météo, c'est la priorité. Et si la météo ne veut pas nous laisser passer, soit on ralentit et on attend, soit on contourne. Vous êtes forgé cette stature de sportif quand même, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais... Pour arriver aujourd'hui à être navigateur, avoir cette condition physique, avant, vous avez fait d'autres sports. Oui, Parce qu'on a parlé tout à l'heure un peu, je vais le dire, de vélo. J'ai compris que vous aviez été cycliste professionnel à un moment donné. Alors, j'ai d'abord fait de l'aviron. Voilà. Je suis resté sur l'eau. Ça, c'est formateur. Je veux dire, dans la tête, c'est des sports que vous avez choisis qui ont aussi psychologiquement forgé un caractère. Tu as toujours été un compétiteur. Donc, t'adores les défis et t'adores te lancer... Alors, je ne sais pas si je suis un compétiteur ou si je suis un passionné, mais ce qui est certain, c'est que j'aime aller au bout des choses. Mais une fois que je suis arrivé au bout des choses, j'ai besoin de passer à un nouveau challenge. Alors, l'aviron, j'aurais pu aller encore plus au bout des choses, mais à un moment, on est allé chasser le centième, voire le millième de seconde à l'entraînement, et j'étais tombé dans un travers où j'avais plus forcément ce plaisir à aller à l'entraînement, et il y avait 12 entraînements par semaine. Donc quand au bout d'un an, on y va pas à reculons, mais en tout cas en perdant cette notion de plaisir. Et pour l'aviron, on fait... Alors, il y a 12 entraînements, mais qui ne sont pas forcément en bateau. Il y a de la muscu, il y a de la course à pied, il y a du ski de fond l'hiver, et il y a beaucoup de vélo, parce que moi, j'adorais ça. Et dès que je montais sur mon vélo, j'avais la banane. Donc il y a un été où j'ai dit, je fais pas le stage terminal pour les championnats du monde, et je vais aller rouler et faire quelques cyclosportives. Et ça a carrément bien marché. Donc l'année suivante, j'étais dans un club de division 1 et j'ai fini stagiaire pro. Ouais. Donc aviron, cyclisme, Mini Transat. Et donc ça serait, comme je sais que tu as déjà souvent des petites visions de nouveaux défis, ça serait quoi le nouveau challenge ? Alors déjà, on va aller au bout de la Mini Transat parce que c'est quand même un défi énorme. Ça va être entre 25 et 29 jours de mer en solitaire sur un tout petit bateau. Donc je vais continuer d'en apprendre sur moi, même si je pense que je me connais déjà pas mal. Et le projet suivant, il est en classe 40 avec un objectif Route du Rhum 2026. Et c'est sur ce bateau que l'écurie possède déjà, que je vous ai invité la semaine dernière. Il nous tarde déjà de te croiser sur tes projets. Est-ce qu'il y a d'autres courses avant la Mini, ou là c'est ton la prochaine course, c'est la Mini direct là maintenant ? Non, j'ai fini. Alors j'ai eu ce matin une relance en me disant tu as la possibilité de passer de la liste d'attente à la liste principale sur la Trans-Gascogne qui a lieu dans 15 jours. Mais malheureusement sur cette course-là, je m'étais proposé comme bénévole. Donc j'ai dit je peux pas être des deux côtés, il faut faire un choix. J'ai dit que j'étais bénévole, donc je reste sur mon choix de départ, tant pis. Donc la prochaine course, ce sera au Sable d'Olonne pour prendre le départ de la Mini Transat.
On a hâte de te suivre et on a hâte aussi de partager toutes ces nouveautés, toute ton expérience. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Puis on relaiera et si on parlait de sport, bien sûr, ça, c'est sûr, hein. On sera présent, même si on sait que ça sera difficile d'avoir de l'information, puisque Si. j'ai compris qu'on ne pourra pas, quand vous serez sur l'eau, on ne pourra pas, pendant la mini-transat, avoir d'informations directes, puisqu'il n'y aura pas de communication. C'est ça, tu ne pourras pas m'appeler pour savoir comment ça se passe, et tu ne pourras pas attendre que je t'envoie des photos, puisque je n'aurai pas de moyen de communication. Par contre, j'ai ma GoPro. On enverra des colombes, en fait, pour aller... Voilà, c'est ça. Non, après, tu as des trackers, normalement. On sait te positionner. Ouais, c'est ça. Il y a le tracker, donc vous savez en permanence où est le bateau, à quelle vitesse il va et à quel cap il fait. Mais si le bateau ralentit, vous avez, sauf si vous y connaissez extrêmement bien en voile, vous n'avez pas véritablement moyen de savoir pourquoi est-ce que le bateau va moins vite à ce moment-là. Est-ce que c'est un problème du bateau ou un problème du skipper ? Par contre, vous saurez où on est, donc vous allez pouvoir nous traquer. On te suivra. On va traquer. Et après, il y aura la vidéo pour la fin de l'année. En tout cas, merci pour cet échange et cette belle expérience que tu as pu nous faire vivre en mer. Et même si je dois dire qu'un Toulousain naviguant à La Rochelle, c'était un petit peu provocateur pendant cette période. Écoute, moi ça me va bien. Il y a un champion d'Europe d'un côté et puis il y a un vainqueur du top 14 de l'autre. C'était parfait. Merci. Merci. Place à la chronique Sport Santé Bien-être avec Nino Pelloli. Et si on parlait de sport, la chronique. Voilà, chronique sport, santé, bien-être. Et on reçoit le coach Nino Pelloli. Mais je vois qu'il n'est pas trop content, donc il va m'expliquer pourquoi il n'aime pas ce terme-là. C'est un sujet sur la préparation mentale. Bonjour Nino. Et bonjour. Effectivement, je préfère le terme de préparateur mental et j'y reviendrai dans quelques instants. Pourquoi je préfère préparateur plutôt que coach. Bon, allez, on va zapper le coach. Je sais que ça ne plaît pas toujours, mais bon, c'est dans l'air du temps, comme on dit. Nino, donc, vous venez nous voir pour nous parler un peu de la préparation mentale. Quel est un peu déjà votre parcours déjà sur comment vous êtes arrivé dans cette direction-là, de ce choix de travailler auprès des sportifs finalement? Alors, mon parcours, c'est que, étant jeune, j'étais passionné de sport. Foot, rugby. Vous êtes plus jeune alors, ça veut dire que... oui, plus jeune. Donc quand j'étais vraiment tout jeune, donc commencer par le foot, passer au rugby, après en dehors aussi la course à pied, VTT également. Et après je suis arrivé naturellement à vouloir travailler dans le milieu du sport. Donc je vais en STAPS et je découvre une matière qui est la psychologie du sport, quelque chose de totalement nouveau pour moi à ce moment-là, quelque chose que je trouve très intéressant, qui me passionne. Et finalement, je décide d'en faire mon métier et donc de faire le master à l'université de Montpellier, préparation psychologique et coaching pour accompagner les sportifs sur l'aspect psychologique de la performance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette PM, comme on dit dans le jargon aujourd'hui? Alors, la PM, la préparation mentale, c'est un accompagnement, en fait, c'est un entraînement des qualités mentales, donc comme peuvent l'être la confiance en soi, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions, dans le but d'améliorer les performances, de prendre plus de plaisir dans la pratique et également d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire que, pour résumer un petit peu, c'est pour aider des sportifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la notion sportive, c'est pas uniquement je cours et j'ai des muscles, mais on va essayer de chercher psychologiquement comment améliorer ses performances. Exactement. Dans la performance, il y a différents facteurs de performance. Il y a la technique, tactique, physique et psychologique. Et j'aime beaucoup faire le parallèle entre préparation physique et préparation mentale, d'où le terme préparateur. C'est que finalement, le préparateur physique va développer les qualités physiques, la force, l'endurance, la vitesse. Et en préparation mentale, c'est la même chose, on va développer les qualités mentales, comme peuvent être la confiance en soi, savoir gérer son stress, quelque chose de très important en compétition, savoir gérer les émotions, parce que c'est important pour les sportifs, pour la performance et également pour la prise de plaisir qui est déterminante pour être performant. En fait, pour être très clair, nos Français, on a un peu ce syndrome. On dit souvent qu'on a du mal à avoir cette petite touche supplémentaire pour aller gagner. C'est vrai que longtemps, si je prends l'exemple du football, pendant longtemps, on n'a pas su gagner. Puis un jour, il y a eu un entraîneur qui a trouvé la petite clé pour donner la victoire à nos footballeurs. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui revient souvent. On arrive toujours on se contente simplement de la médaille d'argent, de bronze, mais aller accrocher la médaille d'or, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a un phénomène vraiment français ou comment vous le ressentez ça? Alors on a tendance en France à effectivement remarquer les manques qu'on a, mais on a aussi des super champions en France. Un Teddy Riner par exemple, c'est un grand champion. Il travaille sa tête d'ailleurs depuis qu'il est jeune, donc c'est quelque chose de très important, on le montre
Et on a quand même effectivement certains sportifs pour qui ça serait intéressant, mais on a également des grands champions qui travaillent leur tête. Donc c'est tout le bénéfice, justement, on parlait hors antenne tout à l'heure, c'est le bénéfice pour les sportifs. Exactement. Pour les sportifs, ça va être pour des sportifs de haut niveau, mais ça peut être aussi également pour des amateurs, pour des jeunes. Ça va être arriver à sa compétition en étant serein, confiant, pour prendre du plaisir. Alors je veux dire, concrètement, comment on fait pour accéder chez vous? Quelles sont la pratique? Comment vous allez mettre ces gens-là en place, si vous voulez? Concrètement, ça va être me contacter, venir dans le cabinet. Donc il y a des échanges qui se font, des entretiens individuels. On va parler notamment, si je reste sur le stress, qui est la donnée la plus commune, expliquer comment fonctionne le stress, ce qu'est le stress, et trouver des techniques, des outils pour le réduire, ce stress, pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Ce qui peut être intéressant, et ce que j'essaie de faire avec tous les sportifs, ça va être de les voir sur le lieu de la compétition, sur le lieu d'entraînement, pour aller vraiment optimiser et trouver un moyen de faire en sorte que cette technique s'applique le plus précisément possible au sportif et soit le plus efficace possible. Et enfin, si on peut, des échanges avec le staff, avec le coach, sont aussi très intéressants et permettent d'aller approfondir et d'aller vraiment chercher les derniers détails pour faire en sorte que le sportif prenne un maximum de plaisir et soit le plus performant possible. Ça demande plusieurs séances. Comment vous travaillez par rapport à ça? Sur le nombre de séances, sur les suivis de base, pour des jeunes que je reçois par exemple, c'est autour de 5-6 séances. On va arriver sur ce nombre de séances. Et après, donc, le sportif est beaucoup plus autonome sur tout ce qui est confiance en soi, gestion des émotions, gestion du stress. Ensuite, sur des sportifs de haut niveau, là, on va mettre en place un suivi qui va être peut-être davantage sur le long terme et qui va être un peu plus récurrent. Merci beaucoup, Nino Pelloli. Écoutez, on peut vous retrouver où alors exactement? Quelle est votre adresse de site peut-être pour nos auditeurs? Merci à vous déjà. Et effectivement, vous pouvez me retrouver donc, sur le site internet www.lc-coach.fr et me contacter également via les réseaux sociaux, donc Nino Pelloli. Eh bien, avec plaisir, et on se retrouvera probablement pour d'autres chroniques, d'autres conseils que vous pourriez venir nous donner à l'antenne. Merci beaucoup et à très bientôt. Et ça sera avec plaisir. À bientôt. Et si on parlait de sport, la prolongation. Voilà, on va se retrouver en prolongation pour départager nos deux invités, Denis Gonzalez et Mathieu Sapin, qui sont là avec nous. Et pour ce faire, on a prévu un quiz des invités. Et c'est Audrey qui va vous expliquer les règles du jeu. Alors, comme d'habitude, en plus, là, c'est bien, vous avez même des supporters pour vous encourager. Alors, le principe des quiz, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les autres émissions. Donc, effectivement, Denis, je vais te poser des questions sur la voile. Et Mathieu, je vais te poser des questions sur le cyclisme, même si, effectivement, tu en as déjà fait. Je ne sais pas si c'est objectif, mais bon, c'est le principe du jeu. Donc, on commence par 3 premières questions chacun. Là, vous répondez vraiment séparément. Et après, il y aura des quiz qui vont vous départager sur les JO. Alors, on commence par Mathieu, du coup. Quiz sur le cyclisme. Laissez-moi finir, parce que des fois, il y a plusieurs réponses. Parce que des fois, il y a des rapidités, mais voilà. En quelle année le Tour de France a-t-il été créé? En 1903, en 1913 ou en 1919? Alors, Denis, si par contre, tu commences déjà à l'aider, tu vas perdre. Parce que je vois déjà Denis qui commence à lui faire « Oui, c'est ça !» Écoute, je sais plus si c'est 1903 ou 1913, mais j'aurais dit 1903. Sous les encouragements. Ouais, bravo. Et bravo, Denis, il faut que tu joues le jeu. Ou alors, ou c'est pas grave, on dit déjà qu'il a gagné direct, Mathieu. Moi, ça me gêne pas. Hein. Non, c'est l'habitude d'essayer d'aider les gens. Mais merci en tout cas. C'est un duel, c'est un jeu duel, attention. Alors, juste un clin d'œil, c'est la 110e édition. Ça a été démarré en 1903, mais comme il y a eu des arrêts pendant les périodes douloureuses, on va dire, 45 et les guerres, voilà, ça fait la 110e édition. On raisonne en édition plutôt qu'en année. Alors, j'ai retrouvé 1903 parce que j'ai souvenir du centenaire qui était en 2003 avec une arrivée à Lyon. Et j'étais à l'époque avec mon vélo de la CS7 Tiscali à l'arrivée de l'épreuve où Tyler Hamilton avait la clavicule cassée. Voilà, et ben voilà. Bon, en tout cas, bravo. Moi, j'aurais pas trouvé. Deuxième question. Qui a été... Denis, attention, je te surveille. Qui a été le fondateur de l'épreuve? Jacques Godet, Pierre de Coubertin ou Henri Desgranges? Je sais pas. Pas Pierre de Coubertin, un des deux autres. Et c'était, je crois, pour le journal, c'était pour l'Auto Hebdo ou l'Automobile Magazine ou un truc comme ça, mais un des deux, je sais pas. Disons Allez, le premier. Voilà, c'est Henri Desgranges.
Et non, c'est Henri Desgranges, effectivement, pour le journal L'Auto. Et comme ils voulaient augmenter leurs ventes, c'est une histoire de 2 journalistes qui se sont retrouvés dans un petit café un jour, sur un bord de table, et ils ont dessiné un projet en disant et pourquoi on ne ferait pas faire le Tour de la France. Et ils ont dessiné sur un bout de papier le Tour de France. Et c'est comme ça que le Tour de France est né, sur un petit café à Paris, avec Henri Desgranges. 3e question. Mathieu, combien de Tours de France le champion italien Fausto Coppi remporta-t-il? 2, 3 ou 4? Aucune idée, je pense que j'étais pas né, mais je vais dire, 3. Et non, c'était 2 fois 2 Tours de France de gagner. En tout cas, merci. Donc pour l'instant, on a un point à 0. Ah, mais c'est à toi, Denis, du coup, t'es prêt? Attention, question sur la voile. Quand navigue-t-on au pré? Et ça, je te dis, je l'ai appris la semaine dernière. Lorsqu'on navigue près des côtes, lorsqu'on navigue en remontant face au vent, ou lorsqu'on prend le plus court chemin pour se rendre d'un point à un autre? La 2. Non. C'est ça, Mathieu. Tu peux faire après. Oui, c'est ça. Voilà. 2e question. À quelle fréquence se court le Vendée Globe? Tous les 2 ans, tous les 6 ans, tous les 3 ans ou tous les 4 ans? Tous les 3 ans? C'est tous les 4 ans, c'est ça. Et c'est pareil pour la mini, non? Non, la mini, c'est tous les 2 ans et la route du Rhum, c'est tous les 4 ans. Là, c'est un peu facile malgré tout parce que je pense qu'il a déjà dit. D'où part le Vendée Globe? Des Sables d'Olonne, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo ou de La Rochelle? Il y a un piège quand même. Je crois que c'est les Sables d'Olonne. Ouais, bravo. C'est trop facile. Bon, du coup, on fait quand même les quiz JO. Alors là, par contre, c'est une question de rapidité. Le premier qui buzz, c'est lui, le premier qui répond. Ok? Donc pour l'instant, 2 points pour Denis, 1 point pour Mathieu. Attention, top. En quelle année toutes les délégations olympiques des pays incluaient des hommes et des femmes pour la toute première fois? En 1964, en 1980, ou en 1998 ou 4e réponse en 2012? On parle bien de toutes les délégations. Toutes les délégations, femmes et hommes. Important. Ça, c'est mes questions un petit peu... Parité. Et si c'est toutes les délégations, ça doit être assez... Ta dernière, la réponse la plus proche était 2012. Ah ben, je vais dire 2012. Bah vas-y. Ouais, ils vont croire qu'il n'y a pas de buzz. Je sais pas si c'est 2012. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, avant 2012, il y avait 3 pays qui n'avaient jamais envoyé d'athlètes féminines au JO. Brunei, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voilà. Donc c'est pour ça, 2012. 2e question. Quel athlète possède le plus de médailles d'or au JO? Usain Bolt, je sais jamais le dire. Usain Bolt. Désolée. Michael Phelps, Carl Lewis ou Marie-Josée Pérec? Ouh. Vas-y, T'en Mathieu. avais un autre? Non. C'est le nageur Michael Phelps. Voilà, il est en train de tout éclater. Effectivement, il cumule en 5 Olympiades 23 médailles d'or. Et le second sportif le plus couronné en or n'en possède que 9. Donc, bravo. Merci Mathieu. Oh. Donc 3-2. Ouh là là. Dernière question pour voir si Mathieu s'envole ou si Denis rattrape. Quelle ville française n'a jamais accueilli les JO? Grenoble, Chamonix, Lyon ou Albertville? Lyon. Alors là, on est obligé d'en faire une autre. Attends, il y a 3 partout là. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, c'est chez toi. Bah oui, je savais. Mais on ira faire du tandem. Oh non, comme on laisse égalité. On avait dit qu'on laissait égalité. Il y a égalité. C'était un beau match en tout cas à tous les deux. Félicitations, vous avez gagné tous les deux. Le droit de revenir, ici on parlait de sport. Parce qu'ici, c'est juste le plaisir de revenir. On reviendra avec plaisir. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Et si on parlait de sport? Fin du match. Fin de match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec pour la première fois notre co-animatrice Pauline Gaston-Conduite. Et oui, on va débuter avec le football féminin et le jeudi 6 juillet, les joueuses de l'équipe de France sélectionnées par Hervé Renard pour préparer la Coupe du Monde en Australie joueront un match de préparation, je le rappelle, le 6 juillet à Dublin contre l'Irlande. En ce qui concerne le Tour de France, à suivre samedi 8 juillet, la 8e étape du Tour de France entre Libourne et Limoges, une étape de 201 km. L'arrivée du jour sera plutôt ouverte aux sprinteurs les plus explosifs, capables d'encaisser une courte mais difficile montée en escalier pour s'imposer dans le final. Toujours dans le Tour de France, dimanche a lieu la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme.
Nul doute que l'émotion du retour au Puy-de-Dôme 35 ans après stimulera l'appétit des grands grimpeurs les plus racés. Les reliefs auvergnats auront pris soin d'user les jambes des prétendants bien avant de se lancer à l'assaut de ce redoutable et majestueux sommet. Sur les 4 derniers kilomètres, en conclusion d'une journée de 3600 mètres de dénivelé cumulé, la pente moyenne flirte avec les 12%. Et la Formule 1 avec le Grand Prix de Silverstone en Angleterre. Pour le tennis, début du tournoi de Wimbledon avec un tirage au sort compliqué pour les Françaises. Elles ne seront que 4 à défendre les chances françaises à Wimbledon. Loin derrière, Caroline Garcia, numéro 5 mondiale, pointe la néo-tricolore Varvara Garcheva, 43e, Alizé Cornet, 74e et Diane Paris, 94e. Chez les hommes, 3 duels franco-français au premier tour avec Alexandre Muller face à Arthur Rinderknecht, Benjamin Bonzi qui va affronter Arnaud Maillot et Corentin Moutet face à Richard Gasquet. Et pour conclure, le beach volley à Toulouse du 7 au 9 juillet 2023 devant la halle de la Machine. L'entrée est gratuite pour tous avec de nombreuses animations. 8 équipes nationales espoirs de 8 nations européennes s'affrontent pour gagner le trophée. Merci beaucoup Pauline, c'était des super annonces. Au programme de la semaine prochaine, avant tout, on a des annonces. Donc en fait, on rajoute une petite chronique. Des postes d'emploi sont à pourvoir. Donc la mairie de Toulouse cherche un éducateur ou une éducatrice multisport du 1er juillet au 31 août. Donc il faut par contre être titulaire d'une qualification licence STAPS professionnelle. Et la mairie de Caser recherche un surveillant ou une surveillante de baignade du 1er au 31 août 2023. Donc toutes les offres sont disponibles sur le site internet lesportrecrute.fr. Donc on trouve ça génial aussi de pouvoir faire des annonces sur des postes à pourvoir au sein de la Haute-Garonne, dans le milieu bien sûr sportif. Et avec notre partenaire Profession Sport qui nous donne toutes ces informations et que vous pouvez joindre aussi ici au comité olympique départemental de Haute-Garonne. Le programme de la semaine prochaine, Audrey ? Oui, c'est quoi? Alors, direction l'Angleterre avec le tournoi de Wimbledon qui a donc commencé cette semaine. Laurent Darcos, président du comité de tennis de la Haute-Garonne, nous apportera sa vision du tennis et nous présentera la discipline au sein du département. En deuxième partie, nous irons en compagnie de l'organisateur André Lafenêtre à la découverte du beach volley à Toulouse. Nous serons sur place, un événement organisé cette semaine sur la plage aménagée devant la halle de la Machine. Alors pour la petite histoire, je crois que c'est la première fois qu'on va faire venir autant de sable sur Toulouse. Donc c'est vraiment une plage exceptionnelle avec 8 équipes quand même de haut niveau. Donc c'est à voir en plus derrière les Minotaurs ou quoi, c'est quand même un spot exceptionnel sur Toulouse. Mais Audrey, c'est une plage, mais c'est pour jouer au beach volley, c'est pas pour amener les chaussures. Oui, mais quand même. Les tongs et puis là, non, c'est pas. Mais j'irai quand même peut-être voir et poser les claquettes sur cette belle plage. D'accord. Derrière le Minotaure, parce que ça, j'y tiens. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup à Denis Gonzalez, à Mathieu Sapin et à notre chroniqueur du jour, Nino Pelloli, pour leur participation. On a une spéciale dédicace en ce jour de tournage pour Timothée, qui est journaliste et chroniqueur. Sa petite Clémence est née ce jour, donc voilà, bravo à toi et bravo à ta femme. Félicitations aux 2 parents, voilà. Effectivement. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci encore une fois, comme je le dis, on le dira tout le temps, à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide et son soutien précieux pour la réalisation de cette émission. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 4e émission. Pauline, encore bravo à toi. Marin, notre partenaire informatique Semper Connect et pour tous ses conseils. Merci beaucoup Laurent. Merci Audrey. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission, une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.